Dieu n'a plus qu'à faire le travail de prêche. Et justement entendu ce matin du côté de Congo Brazzaville. Merci beaucoup, docteur. Mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, chers invités, mes chers compatriotes, on n'a pas toujours eu l'occasion de nous retrouver, d'échanger, de toucher au cœur les problèmes qui sont les nôtres en tant que Congolais, en tant que fils de ce pays, longtemps martyrisé. Aujourd'hui, tenant compte de la Journée internationale de la femme, qui a été entre autres célébrée le 8 mars,
Mais comme le 8 mars était un jour ouvrable, on ne pouvait se retrouver. Nous avons donc attendu le premier jour férié pour vous associer à cette célébration hautement symbolique. Hautement symbolique parce que la femme, dans notre conception de la vie, dans la conception bantoue de la vie, reste le pilier de la famille. C'est elle qui tient les rênes de l'éducation familiale, l'éducation des enfants. Pendant que monsieur est occupé à ramener ce qu'il faut à la maison, c'est madame qui s'occupe très souvent des devoirs des enfants qui rentrent à l'école. Et à ce titre, il n'est que raisonnable que nous puissions l'honorer à sa plus haute valeur. La femme congolaise de tout le temps, de la lutte pour l'indépendance à la lutte pour la démocratie, a toujours prouvé ses capacités d'épouser cette lutte, de faire sienne cette cause et de la porter plus haut au firmament de la liberté. Mesdames et messieurs, après avoir entendu les messages à la fois de la jeunesse, à la fois de la femme, de la maman, qui ont interpellé chacun d'entre nous du fond de sa conscience, du fond de son engagement patriotique. Évidemment, on ne peut rester insensible. Lorsque l'on sait que dans notre pays, avec tous les événements que nous avons connus, du fait, diraient certains, de la bêtise humaine ou de la turpitude des hommes politiques, la femme congolaise a payé le tribut le plus lourd et le plus cher. Parce que c'est elle qui donne naissance à ces jeunes qui sont transformés en miliciens, qui donnent la mort. Mais ce n'est pas dans l'esprit de la maman, quand elle met bas, de mettre à la disposition de la nation des jeunes enfants qui seront malheureusement détournés de leur droit chemin par certains esprits malins qui, pour conquérir ou conserver le pouvoir, se sentent capables de passer par tous les moyens, par toutes les voies, y compris de marcher sur les cadavres. Ça, jamais. Mes chers compatriotes, c'est une situation aberrante contre laquelle chacun d'entre nous devrait s'élever. Et j'en appelle à la conscience de chacun et de chacune d'entre nous ici présents. J'en appelle également à la conscience de chacun et de chacune de nos frères ou de nos sœurs qui ne sont pas là, qui vont suivre ce message, qu'il est inadmissible de poignarder la femme au cœur de ce qui fait son âme, l'amour pour sa progéniture. Ma surprise est grande de constater que nombreux de ces hommes politiques qui parlent au nom de la liberté, qui parlent au nom du respect des droits de l'homme, puissent considérer la femme comme un objet de plaisir. D'ailleurs, ça ne surprend personne
lorsque nous scrutons au cœur même du système du pouvoir congolais aujourd'hui, il n'est pas rare de constater que même le chef de l'État lui-même se sont poussés un sentiment d'impunité et de superpuissance en voulant tout simplement avoir pour maîtresse deuxième, troisième, quatrième, cinquième bureau, ou les femmes de ses ministres, ou les épouses de ses conseillers, ou les enfants des uns ou des autres. C'est inadmissible. Chers compatriotes, c'est à vous, c'est à nous de pouvoir moraliser cette société politique. Cette société politique qui doit être un exemple et un repère pour ceux de nos enfants aujourd'hui qui grandissent et qui ont entre leurs mains l'avenir du Congo de demain. Mais comment laisser faire que 50 ans après nos indépendances, 25 ans ou 30 ans après le régime de M. Sassou Nguesso, que nous en soyons encore avec des textes officiels qui autorisent à l'homme de s'arrimer avec autant de femmes qu'il veut. C'est inadmissible. De ce point de vue, je suis partisan. Je suis fermement partisan à faire en sorte que l'on puisse redonner sa dignité à la femme, que l'on puisse redonner sa place à la femme dans la société, qu'elle ne soit plus cette troisième roue de la charrette que l'on sollicite quand on a besoin, mais qu'on lui donne la possibilité d'exprimer ses talents parce qu'elle en est capable. Aussi, je mets au défi, aussi, chers compatriotes, je mets au défi les hommes politiques congolais pour que dans les 5-10 ans qui viennent, les textes officiels ne fassent plus mention de la polygamie comme étant légale pour les couples mariés. Lorsque la femme a délivré son message, en tout cas, je ne sais pas pour le reste de la salle, mais pour ce qui me concerne, j'ai eu un pincement au cœur. Et ce pincement au cœur vient du fait que la femme, finalement, c'est elle qui a tout pris de toute notre turpitude en tant qu'homme politique. Lorsque nous prenons les disparus du beach, mais tous ces enfants qui sont morts, elles appartiennent à une maman. Lorsque nous prenons cette ténébreuse affaire, est-ce que le pouvoir politique a pris la mesure et l'ampleur de la détresse maternelle pour permettre à ces mamans de pouvoir procéder au deuil? Il y a quelques mois, nous y avions demandé lors d'une conférence de presse que le pouvoir de Brazzaville puisse donner aux parents la possibilité de faire le deuil de leurs enfants en érigeant une stèle commémorative de ce triste événement. Jusqu'à présent, nous avons eu en face de nous un pouvoir autiste. Mais cela ne surprend personne, c'est la marque de toute dictature. Et au Congo, c'est bien une dictature. Nous réitérons donc cette demande et nous pensons
que c'est aussi là l'occasion pour les populations de ne pas avaliser le pseudo-procès qu'il y a eu autour de cette histoire, mais de revendiquer la vérité et la justice pour ne pas laisser libre cours à la prime pour la violence. On a comme l'impression aujourd'hui qu'il suffit d'être baraqué, de porter une kalachnikov, de se livrer à l'élimination physique des populations et de contribuer à la consolidation d'un système aujourd'hui honni et banni, décrié, pour enfin avoir accès aux responsabilités publiques. C'est le monde à l'envers. Je m'élève et je m'oppose fermement à cette conception de la vie publique. Les jeunes nous ont appris quelque chose de style la vie est comme un sport, une course, un relais. On donne le témoin et la lutte continue. Mais c'est un symbole fort. 50 ans que nous sommes indépendants, 50 ans que le colonialiste métropolitain s'est retiré du territoire africain, 50 ans que nous supportons les mêmes équipes et qui perpétuent malheureusement l'inique politique du colonialisme. Cette fois-ci, c'est encore pire. Ce n'est plus l'homme blanc qui vient nous coloniser, mais c'est l'autochtone qui martyrise, qui opprime, qui colonise un autochtone. Quelle honte! Et les jeunes qui sont jeunes aujourd'hui ont une autre. Nous avons eu leur âge. Nous avons eu la même perception des choses. Nous avons eu la même vision de la vie politique de notre pays. Et les mêmes noms continuent à courir aujourd'hui. J'ai 50 ans. J'ai 50 ans, l'âge de nos indépendances. J'ai connu les mêmes autorités qui aujourd'hui n'ont plus rien à donner comme expérience à leur peuple, mais qui s'accrochent délibérément et désespérément au pouvoir. C'est inadmissible. Et c'est dans ce sens que j'entends encourager la démarche des jeunes pour que les jeunes puissent s'approprier enfin le discours politique, parce que c'est la jeunesse qui doit bâtir le Congo de demain. Certains de ma génération ne connaissent même pas ce que c'est qu'un emploi. Certains de ma génération n'ont jamais connu la dignité de se lever le matin, d'aller travailler et de gagner son pain. Mais dans quelle vie sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Mais quel film tournons-nous? Et pendant ce temps, il n'est pas rare de constater que les hommes politiques, cela coule douce. Je demanderai donc à la jeunesse de s'organiser de sorte à demander les comptes aux hommes politiques. Parce que les hommes politiques sont en train de miner leur avenir. Quel que soit un emploi, on passe le témoin aux autres, ce qu'on appelle la retraite, n'est-ce pas? Mais pourquoi en politique n'y aurait-il pas de retraite?
Pourquoi en politique, l'on s'enfermerait à transformer la République en une monarchie au sein de laquelle on passera le témoin uniquement à sa descendance? Non. C'est insupportable. Et aujourd'hui, la journée de la femme intervient ou est célébrée dans un contexte particulier. Un contexte particulier parce que sur le plan international, nous sommes en train de vivre ce qui n'était pas prévu par les dictateurs, mais pas par les peuples, parce que les peuples aspireront toujours à leur liberté. Et quel que soit le temps, quelle que soit la durée, ce combat pour la liberté, les peuples le mèneront malgré leurs maigres moyens. Mais l'espoir, la volonté, l'ambition de changer constitueront des munitions à destruction massive pour l'ensemble des dictatures qui nous oppriment aujourd'hui. La journée de la femme nous donne le symbole de la parturiente, celle qui donne la vie, celle qui parfois sacrifie la sienne pour donner la vie. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, cette Afrique blanche qui bouge, ce Moyen-Orient qui bouge, ce Maghreb en mouvement, et cette Afrique subsaharienne qui trépigne, qui sont dans les starting blocks en disant mais à qui le tout? C'est comme une Afrique qui est en train de renaître. Nous sommes dans le pipeline de la renaissance de nos États. Nous sommes tous dans le pipeline du travail pour l'accouchement. Mes chers amis, cet accouchement peut être douloureux. Cet accouchement peut être difficile. Cet accouchement peut avoir des conséquences graves. Mais ce qui comptera pour chacun, pour chacune, c'est de donner la vie à notre progéniture. Donc de donner un avenir plus que radieux à ceux qui viennent après nous. Mes chers amis, mes chers compatriotes, lorsque en Tunisie, les citoyens se sont rebellés, se sont révoltés et ont exprimé leur sentiment de liberté, le besoin de vivre, le besoin de participer à la gestion de la cité, le besoin de jouir de la répartition équitable du revenu national. Les Blancs en sont tombés. Pourquoi? 2 semaines à peine, je rentrais de Tunisie. Attention, ce n'est pas dans le cadre de... Hein? Ah, il y en a qui ont profité des vacances. Hein? Mais ils ne profitent pas des vacances qu'en Tunisie. Hein? Il y en a qui vont aussi chasser quelque part, là-bas où vous connaissez. J'ai vu ce pays. Je me suis dit, mais que raconte-t-on de la Tunisie? Qu'est-ce que ce pays est bâti? Ils avaient de l'eau partout. Ils avaient de l'électricité partout. Ils avaient les transports et les infrastructures de transport partout. Mais pourtant, ce peuple, au nom de la liberté d'entreprendre, au nom de la liberté de vivre, qui leur avait été amputée
par un pouvoir dictatorial, les Tunisiens se sont levés comme les 5 doigts de la main pour dire non à l'oppression. En Égypte, Hosni dégage. Mais quand on compare la vie dans ces pays à ce que connaissent les Congolais aujourd'hui, je puis vous jurer, la main sur le cœur, que c'est le jour et la nuit. Au Congo, la vie est encore pire que ce qui s'est passé en Tunisie. En Tunisie, pour tracer des parallèles, le régime politique était encore beaucoup plus ferme que ce qui se passe au Congo. Mais pourtant, les Tunisiens ont réussi à s'en défaire. Donc, rien n'est impossible. Il suffit de le vouloir. Il suffit d'exprimer sa volonté d'aller vers la liberté. Seule la liberté fonde l'homme. Mesdames et messieurs, les mêmes causes ne peuvent produire que les mêmes effets. Ne me demandez pas de vous dire quelles sont les causes qui au Congo aujourd'hui donneront aux Congolais la force et l'élan de demander la liberté. Je ne vais pas vous faire le coup de l'eau qui manque, l'eau potable, de l'énergie qui n'est pas disponible. Attention, qui n'est pas disponible pour le peuple. Mais dans les palais de nos hommes politiques, l'eau coule à flot, l'électricité à foison. Je ne vais pas vous faire le coup des moyens de transport qui sont indisponibles entre Brazzaville et Pointe-Noire. Mais par contre, je vais vous formuler un chef d'accusation. Je dénonce les crimes économiques. Tout le monde connaît ce qu'on appelle l'affaire des biens mal acquis, qui intéresse le président, d'accord, sa famille, d'accord. Mais il y a encore pire. Même les commis de l'État se mettent dans la danse aujourd'hui. Le préfet, le maire, le conseiller, tout y pointe. Ils ont tous des appartements, si ce n'est pas à Paris, en province, au Brésil, en Espagne ou au Portugal. Mais avec quel denier, mesdames et messieurs, peut-on s'offrir de tels plaisirs? Pendant que dans la population, chaque jour, les matangas, les veillées, ne font que s'amplifier. Parce que par manque de soins, par la famille, les familles perdent au coup par coup, et les enfants et les parents. Et dans le même temps, pour un paludisme, eh bien, les tenants du pouvoir sont évacués en France. Pourquoi on n'a pas confiance dans notre propre médecine? Ça veut dire simplement qu'on n'a pas mis les moyens à la disposition des praticiens pour leur donner la possibilité d'exercer leur métier selon les règles de l'art. Chers amis, les crimes de sang, je dénonce l'affaire du Beach, cette tristement célèbre affaire au cœur de laquelle le pouvoir actuel est impliqué à 100%. Les génocides, on ne va pas faire un dessin. La communauté internationale le sait. Les crimes politiques. Vous savez très bien que les droits sont reniés à l'opposition.
vous savez très bien que les élections sont fortement truquées. Vous savez très bien qu'on manipule la Constitution selon les besoins. Aujourd'hui, nous apprenons, alors que hier, on nous a interdit de nous présenter aux élections présidentielles parce que, soi-disant, nous n'avions pas une résidence à Brazzaville, alors que nous avons une adresse officielle. Nous apprenons qu'on se prépare, encore une fois de plus, à manipuler la Constitution pour continuer à pérenniser le système. Mais où on va? Ce pays n'est pas une propriété privée de quelqu'un ou d'une famille. Ce pays est un bien commun, est une maison commune. Chacun doit accomplir sa tâche et passer le témoin à l'autre, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça, mesdames et messieurs, que je pense qu'il ne faut pas renoncer, qu'il faut toujours insister, qu'il faut rester droit dans ses bottes et dans ses convictions, parce que la liberté est un fruit qui ne tombe pas tout seul, mais qu'il faut cueillir. Et cette liberté, aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on nous sert par le pouvoir de Brazzaville. La liberté, ce n'est pas simplement le fait d'aller et de venir, mais la liberté, c'est d'avoir un esprit reposé. La paix, ce n'est pas simplement le fait de non-crépitement des armes de guerre, mais la paix, c'est comme la santé, c'est un état de bien-être à la fois physique, moral et social. Celui qui n'a pas de quoi manger, qui se pose la question, la première, le matin, que vais-je manger aujourd'hui avec ma famille? Et qui va se reposer la même question le soir. Qu'en sera-t-il demain? Est-ce que ce monsieur est en paix ou est-il libre? Je vous pose la question. Est-ce que ce monsieur est-il en paix ou il est libre? Eh bien voilà. Pour ces motifs, je pense que nous n'avons pas le droit de baisser les bras, que nous n'avons pas le droit de nous enfermer sur nous, que nous n'avons pas le droit de laisser faire. Mais par contre, aujourd'hui, nous avons quelque chose d'essentiel à faire. Si l'histoire a fait que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui, c'est parce que l'histoire est une roue qui tourne. Et tout ce qui est sphérique qui tourne, ça repart toujours au point de départ. Le point de départ, c'est toujours des luttes pour l'affranchissement, pour l'indépendance et pour la liberté. Et c'est à cet esprit que nous devons nous adonner, parce que la liberté est le bien le plus cher. Chers compatriotes, chers amis, tout comme un coq chante le lever du jour chaque matin, votre modeste serviteur que je suis, je me fais le devoir et l'obligation d'interpeller chacun et chacune d'entre vous à l'éveil d'une conscience nouvelle, à l'éveil d'une citoyenneté nouvelle, une citoyenneté qui soit empreinte d'esprit de responsabilisation, une citoyenneté qui soit débarrassée de tout chauvinisme, une citoyenneté qui soit délestée de tout relent tribal, pour ne servir enfin que les intérêts supérieurs de notre nation congolaise.
Ceci veut simplement dire qu'au regard de la pauvreté croissante chaque jour, qui envenime et qui gangrène toutes les couches sociales de notre pays, y compris les couches moyennes, au constat d'une autorité de l'État atomisée aujourd'hui, à la vue du scandale économique incommensurable que nous connaissons dans notre pays, l'heure est venue pour que chacun en son fort intérieur commette son examen de conscience et se dise: qu'est-ce que j'ai apporté à la République? Au lieu que d'attendre que la République apporte quelque chose pour moi. Que vais-je faire pour sauver la vie de ma progéniture, de ma descendance? Le moment est venu de donner enfin la possibilité à nos enfants de connaître un jour nouveau, un jour de progrès social, un jour de liberté, un jour d'égalité, un jour de fraternité. Ce discours que je tiens aujourd'hui ne doit apeurer personne. Ce discours que nous développons aujourd'hui, bien au contraire, doit galvaniser la foi de chacun et de chacune en la liberté, liberté chérie, liberté toujours. Doit galvaniser la foi de chacun dans le progrès social, parce qu'avec une meilleure redistribution du revenu national, ceci est possible. Mais pourquoi donc rester aussi résigné? Pourquoi donc avoir peur? Pourquoi donc renoncer? Non, on ne renonce pas. On n'a pas peur. Aujourd'hui, la peur doit changer de camp. Vous et moi devons être... Vous et moi devons enfin être la peur de ceux qui nous ont fait peur. Parce que quand le peuple veut, quand le peuple est dynamique, quand le peuple demande, eh bien, le peuple obtient toujours. Cette citation a été vérifiée dans d'autres pays, sous d'autres cieux. Au Congo même, nous l'avions déjà connu. Hier, la Tunisie. Hier, l'Égypte. Aujourd'hui, la Libye. Demain, à qui le tour? Eh bien, j'aimerais bien que demain, ça soit au Congo. Ce n'est pas un discours va-t-en guerre, mais c'est un discours qui place les uns et les autres, pouvoir comme population, devant leurs responsabilités. Il faut que chacun se regarde en face, qu'on ne soit pas en champ de fusil, qu'on ouvre enfin un dialogue, que l'on discute. Je demande un débat refondateur de notre démocratie pour plus de liberté, pour plus de démocratie et pour plus de justice sociale. N'ayons pas peur, n'ayez pas peur, ils auront peur et ils ont peur. Ah, c'est bon. Aujourd'hui, à Brazzaville, les avions de guerre survolent l'espace aérien pour apeurer, conditionner les populations pour qu'enfin elles ne suivent pas l'exemple de libération comme le font d'autres pays. Ata osali kisina yo pamba oya biso toko koba obeleko koba Ngaka. oya biso nzela toko luka obe koluka Ngaka. ata osali kisina yo Pamba.
batata, bamama, bandeko. Liloba oyo na uti ko pesa awa. Ezali liloba oyo moko na biso asengeli ko simba poete yango nde ekopesa biso lisalisi na mboka na biso. Qui c'est qui va faire le travail du changement dans notre pays si ce n'est nous-mêmes? Mais mon Dieu, c'est pas ça. Mais ce qui non. Donc, même si la communauté internationale aujourd'hui est disposée enfin à se séparer de ses amis encombrants, mais il faille d'abord que les citoyens eux-mêmes se mettent à l'œuvre. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui. Que chacun d'entre nous, en sortant de cette salle ce soir, porte et divulgue la parole de la liberté partout où besoin est, au travail, à la maison, dans les familles, à l'école, à l'église, partout. C'est vrai. Nous avons peur, ils ont peur. Comment on fait? Mais je peux vous dire aujourd'hui, la peur a vraiment changé de camp. Ils ont beaucoup plus peur que nous avons peur d'eux. S'il vous plaît, ne sortons pas d'ici en disant « Oh, Ngitoukoulou nous a dit qu'il faut la guerre ». C'est pas ça. La guerre que nous allons mener, ce n'est plus la guerre ethnique entre les Lari, les Congo, les Bembe, les Boshi. Non. La guerre que nous allons livrer, c'est contre deux nouvelles ethnies. L'ethnie des Congolais pauvres, l'ethnie des Congolais asservis, l'ethnie des Congolais qui sont opprimés et dominés, contre ce petit clan minoritaire qui nous suce jusqu'à la moelle, les sanctions de la République, contre cette minorité qui aujourd'hui a mis sur pied ce que nous appelons le capitalisme de connivence, la confusion entre la poche personnelle et le trésor public. Cette société, ce capitalisme de connivence qui met en avant la famille, les parents, les épouses, les maîtresses, les neveux, les paravents et les prête-noms européens et tout y quinte. Est-ce que je mens si je vous dis aujourd'hui que les Libanais sont impunis dans notre pays? Est-ce que je mens? Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Nous ne sommes pas contre l'entreprise privée, qu'elle vienne des Congolais ou des étrangers, qu'elle vienne des nationaux ou des personnalités ou des groupes internationaux. Mais nous voulons que ce capitalisme-là participe au développement national en payant le fisc, en payant les impôts. Or, nous le savons très bien que la plupart de ces Libanais qui sont des prête-noms ne payent jamais d'impôts et ne sont jamais fiscalisés. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi, devant ce chef d'accusation, je reviens et j'insiste pour dire, aujourd'hui et maintenant, en ce jour, le soleil se lève, notre Congo resplendit, une longue nuit s'achève. Et puisque la longue nuit s'achève, l'aurore qui surgit
doit pouvoir laisser éclore, enfin, un pays réconcilié, une démocratie renouvelée et une reconstruction globale du pays par l'ensemble de ses fils et de ses filles. C'est pas compliqué comme demande. Mais attention, aujourd'hui, quand on pose la question à chacun d'entre nous, pourquoi ce régime perdure-t-il? Tout le monde nous dit, mais attention, oh là là, Monsieur Sassou, il est armé, Monsieur Sassou. Mais très bien, c'est vrai, il est armé. Mais connaissez-vous simplement l'arme de destruction massive qu'il détient aujourd'hui pour la longévité de son système? Mais c'est vous et moi. Parce que nous ne nous sommes jamais débarrassés de nos chaînes qui nous assujettissent. Nous sommes prompts à la corruption. Demain, on va te donner 1000 francs, va voter contre un tel, tu vas le faire. On va te donner 5000 pour aller accueillir le président Maya Maya et lui redonner une sorte de notoriété internationale, il est aimé par son peuple, tu vas le faire. Mais si nous prenons conscience de toutes ces choses-là, les 1000 francs, les 5000, les 10 000 que l'on distribue, c'est de l'argent que l'on devait mettre dans la cagnotte nationale pour permettre la construction des infrastructures et développer le pays. Tout à l'heure, les femmes nous ont dit trop de souffrance, trop de difficultés. Mais pourquoi le gouvernement ne serait-il pas capable d'octroyer une bourse familiale aux femmes et veuves qui dirigent seules leur foyer pour permettre à ces femmes d'éduquer leurs enfants? Est-ce que ce serait impossible? Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est réellement ce débat refondateur pour mettre à plat le système politique congolais, la démocratie congolaise, de façon à ce que tous ensemble, femmes, hommes et vieux, jeunes, femmes et vieilles, que nous puissions mettre la main à la pâte et construire un Congo nouveau. Je voudrais m'adresser particulièrement à certaines catégories de la population qui excèdent de zèle. Aux soldats, combattants, sous-officiers, officiers de la Grande Muette. Vous, qui êtes le dernier rempart républicain pour sauvegarder nos valeurs, mais vous aussi également, qui, à certains moments historiques de notre pays, osez retourner armes et baïonnettes contre le peuple. Je vous rappelle qu'émanation du peuple vous êtes et qu'à ce titre, la souffrance du peuple est également la vôtre. Je voudrais m'adresser aux magistrats, aux hommes de loi. Vous qui êtes tentés, au nom de la toute-puissance, de punir le pauvre, de travestir la justice, au nom des prébendes. Fils du peuple vous êtes, fils du peuple vous restez. Sa misère est également la vôtre. Je voudrais m'adresser aux hommes politiques. Vous qui, de tout le temps, de l'indépendance aujourd'hui, avez utilisé la compromission comme moyen d'ascension politique. Vous qui avez trahi les suffrages que les populations vous ont apportés, qu'à tout moment, le peuple peut vous imposer sa dictature. Je voudrais enfin m'adresser à la diaspora congolaise. Oh, quel grand morceau! Quel grand phénomène! Cette diaspora qui se trompe d'ennemis, qui se trompe de combat, que l'heure n'est pas à la course à l'échalote, à qui arrivera le premier,
L'heure est au rassemblement, à l'unité, parce que, diaspora, vous êtes le fer de lance de la révolution congolaise demain. Diaspora, vous êtes l'espoir de ce peuple qui attend enfin l'heure de sa libération. Alors, retenons une seule chose, dans les combats de demain qui nous attendent et qui commencent aujourd'hui, il n'y aura qu'un seul vainqueur, il n'y aura qu'un seul combattant, il n'y aura qu'un seul leader, c'est le peuple congolais. Hey! N'ayons pas peur. Tous ces bouleversements ne réduiront pas le pays à néant. Le monde se cherche un nouvel équilibre. Le monde se cherche un nouvel ordre international. Je m'adresse à l'Union africaine. Il faut qu'elle cesse d'être le frein du développement pour l'Afrique. Elle doit être ce train à grande vitesse qui doit nous conduire à bon port vers la gare du progrès social. L'Union africaine doit cesser d'être le syndicat des dictateurs. L'Union africaine doit cesser d'être le syndicat de ceux qui veulent imposer des monarchies dans leur pays. Je ne me reconnais pas dans les Kiki. Je ne me reconnais pas dans les Claudia. Je ne me reconnais nulle part. Mais je me reconnais dans tout Congolais qui en a les capacités. Ce n'est pas à eux de nous imposer les successeurs. C'est à nous d'user du droit de vote et du bulletin de vote pour nous choisir librement ceux des citoyens, ceux de nos congénères et compatriotes que nous jugeons aptes, capables de combattre et de nous amener vers le progrès social. On nous dit, non, on prépare Edgar. On nous dit non, on prépare, quoi, un amiral, hein, c'est ça, hein? Comment il s'appelle, comment il s'appelle? Au Kemp, hein? Voilà. On ne se reconnaît pas dans ce genre d'acabit. Ce que nous demandons, c'est que tous ces personnages se soumettent à la sanction populaire. Que tous ces personnages fassent preuve de leur capacité, de leur intégrité. Le Congo de demain que nous voulons construire est un Congo qui aura besoin d'avoir en face de lui et à son service des hommes rompus dans leur humanisme, rompus dans leur rupture, rompus dans leur imagination et leur proposition dans la construction nationale. Le Congo que nous appelons de nos voeux est un Congo qui aura besoin des hommes conséquents, des hommes ambitieux et convaincus dans la mission qui est la leur. Le Congo de demain est un Congo qui appellera aux affaires des hommes qui enfin accepteront de vaincre la dictature et de mourir parce qu'ils défendent une cause juste. C'est grave. La patrie ou la mort, vaincre ou mourir. Je demande au peuple congolais de prendre son courage. Je demande à la jeunesse congolaise qui, elle, est déjà dans le tapis roulant de la misère aujourd'hui, enfin de se réveiller et de dire « Je prends mon destin en main ». La Bible nous dit « Lève-toi et marche ». Merci. On t'a dit que nous sommes allez. Et bien. Et Chiki, bien. Merci Mingi. Pona lelo esuki ndenge wana. Lobi pezali mokolo. Tokomona ndenge nini etumba oyo. Tokokoba pona yango. Toyoki hein? Merci. Boyoka biyoka yoka te.
eloko eza na biso kaka moko twali bana tata moko ya mama moko ekolo pe ebele moko ndenge balobaki kala un seul peuple un seul idéal etuma na biso kaka moko tolandela kaka yango azala moteke azala molari azala mobembe azala momboshi azala mokoyo azala movili biso nyonso twali bana ekolo tribalisme alite oyoka o congolité oyoka o ivoirité o ethnicité wana nyonso makambo pamba tosala lisanga totonga ekolo na biso na makasi na biso pe na mayele na biso. Merci. Merci docteur Opazi. Est-ce qu'il y a tout là? Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais avant toute chose remercier doublement le docteur Marcel Guitoukoulou ainsi que les organisateurs pour cette soirée dédiée à la femme. Plusieurs facteurs sont à l'origine de notre rassemblement ce soir. Tout d'abord, la situation plus que critique de notre continent. Ensuite, les conditions de vie pour nous qui sommes en exil un peu partout dans le monde, mais surtout les soulèvements populaires qui ébranlent un peu plus chaque jour les régimes dictatoriaux africains. Bien que le chemin de la liberté reste encore long à parcourir, nous croyons qu'il est encore possible de le faire. Le but de notre réunion n'est pas seulement de condamner ces régimes, mais surtout de prendre conscience de notre propre valeur et de celle de notre continent, de nos compétences, de nos capacités à surmonter les difficultés et des moyens dont nous disposons pour atteindre nos objectifs. À l'heure où certains pays du monde passent du statut de pays sous-développé à pays développé, on observe que l'Afrique reste toujours au même stade qu'il y a 50 ans, si ce n'est pire. Alors que certains cherchent à briser leurs chaînes, l'Afrique ne s'en est jamais réellement défait et se complaît à les porter. Et malgré le départ du colon et les déclarations d'indépendance signées et ratifiées, le peuple se trouve toujours être à ce jour esclave, non plus du blanc mais de lui-même. En effet, certains considéreront cela comme une forme de provocation, mais croyons qu'à un moment de notre vie, il faut être réaliste, se remettre en question et prendre ses responsabilités pour enfin avancer. C'est là où nous souhaitons directement nous adresser à tous ces chefs d'État installés au pouvoir depuis les indépendances et qui pensent être les seuls à même de diriger nos pays. Pays qui sont pour la majorité divisés par les guerres ethniques, touchés par les plus grandes pandémies du XXe et XXIe siècle, mais qui sont surtout des dictatures et loin de la dite démocratie qu'on souhaite nous vendre. Nous sommes également ici pour éveiller nos consciences et celles du peuple noir, pour qu'il réalise combien il est otage de son gouvernement, mais surtout pour qu'il n'oublie pas que certains grands personnages de l'histoire, africains, antillais ou encore américains, comme Nelson Mandela, Martin Luther King, Patrice Lumumba et enfin Aimé Césaire, ont payé de leur vie le prix de la liberté dont nous devrions tous jouir, tous sans exception. Nous avons entendu que la France aspirait à un Obama français. Mais à quand l'Afrique aspirera-t-elle à un Obama africain? L'arrivée du président Obama fut un signe d'espoir pour l'ensemble des minorités du monde. Il prouve réellement que chacun, selon ses propres forces et capacités, obtient ce qu'il souhaite. Mais la lutte a été longue. Et M. Obama peut à son tour remercier ceux qui ont travaillé par le passé pour qu'il puisse être ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, à notre tour, nous pouvons remercier Dieu, qui nous a donné cette chance de ne pas vivre les mêmes difficultés que celles de nos frères et sœurs restés sur notre continent.
Prenons conscience de cette chance. Ne nous arrêtons pas en chemin pour nous apitoyer sur notre condition, mais au contraire, avançons dans une seule et même lutte, celle d'une réelle reconnaissance identitaire, où nous pourrons jouir de la liberté d'être ce que l'on est ou souhaite être. L'ensemble de nos vies ressemble à un meeting olympique, où chacun, lors d'une course de relais, doit s'appliquer à passer le témoin à la génération suivante. À ce jour, si nous regardons autour de nous, nous constatons que le témoin est tombé en cours de course et que par là, nous nous disqualifions nous-mêmes. Il ne tient donc qu'à nous pour que cette course se passe au mieux, afin que ceux qui viennent derrière nous attrapent ce témoin sans difficulté et puissent sans trop forcer terminer la course. Car croyons que l'avenir de chacun est lié à celui de son voisin. Jusqu'ici, nous nous essoufflons et ne voyons pas du tout le bout de la course. Certains ont décidé de baisser les bras, estimant qu'elle est trop fatigante, et d'autres décident carrément de ne pas courir. Mais la vie est une course perpétuelle, non pas contre les autres, mais avec eux. C'est de notre avenir et de celle de nos enfants qu'il s'agit. N'adhérons pas au fatalisme. Croyons que le changement de l'Afrique viendra, et du continent lui-même, mais aussi l'extérieur. La colonisation, comme les dictatures, ont eu des conséquences graves sur la vie africaine. Mais il est temps que ces moments de l'histoire soient un marchepied pour l'avenir. Il est temps que les discours autrefois tenus par nos pères soient de nouveau d'actualité, car les problèmes restent les mêmes, sinon pires. N'attendons pas des pays occidentaux ce qu'ils ne peuvent pas nous offrir, mais offrons nous-mêmes à l'Afrique ce qu'elle attend de nous. Car c'est par nous que passe l'avenir de l'Africain et de l'Afrique. Nous avons tous, chacun d'entre nous, une obligation morale envers toutes ces personnes qui sont restées sur le continent et qui, de jour en jour, dépérissent du fait que personne ne s'occupe d'eux. Nous appartenons tous à cette terre, où pour certains nous y avons vu le jour. Il est vrai que nous sommes français, mais africains avant tout. Ne lorgnons pas notre continent et tous ensemble, unissons nos forces pour un même combat. Ne soyons pas cupides à notre tour et essayons de nous mettre à la place de ceux qui vivent encore là-bas, car la vie a fait que nous ne puissions pas vivre les guerres, les famines, les viols, le manque d'éducation. C'est à notre tour de montrer qu'il existe un autre monde pour l'Afrique et son peuple. Ne soyons pas ce que les gouvernements veulent que nous soyons, des analphabètes assistés. Et prenons nous-mêmes notre destin en main et celui du continent. C'est à nous de montrer que c'est au peuple d'être servi et au gouvernement d'être à son service et non pas le contraire. C'est le moment de parcourir les rues de vos pays, villes et faire entendre notre voix pour enfin reprendre notre destin en main, réaffirmer notre identité. Une identité tout d'abord volée par le colon et aujourd'hui par des hommes cupides et avides de pouvoir. Il est temps que nous puissions nous-mêmes décider de notre vie et stopper ces régimes gangrénés. Merci. Au nom de toutes les mères, au nom de toutes les femmes, qu'elles ont enfantées ou pas, au nom de toutes les femmes qui portent en elles l'instinct maternel, qui portent en elles cet amour qui protège, qui couvre, qui veille au grain, au nom de toutes ces femmes-là, sans qui vous ne serez pas ce que vous êtes, je vous remercie d'avoir décidé de nous honorer ce soir. Chers enfants, ce que la femme congolaise attend de vous, ce n'est pas de la célébrer tous les 8 mars, mais de lui reconnaître les mêmes droits
aux hommes, c'est de lui reconnaître toute la dignité due à tout être humain. À vous, nos enfants, particulièrement les hommes, je voudrais vous faire une observation. Vos mères, vous les vénérez. Vous êtes même prêts à répudier vos femmes si elles ne respectaient pas vos mères. Mais vous oubliez que vos femmes sont aussi des mères et qu'elles méritaient d'être honorées comme vous honorez vos mères. Pire encore, lorsque vous accédez à des fonctions politiques, vous oubliez de modifier ces lois qui maintiennent des fonctions politiques. Vous oubliez de modifier ces lois qui maintiennent encore la femme dans une situation d'infériorité. Voilà pourquoi, 50 ans après l'indépendance, la loi permet encore à l'homme d'épouser jusqu'à 4 femmes. Voilà pourquoi la femme congolaise est sous-représentée dans tous les postes de responsabilité. Voilà pourquoi vous continuez à mettre des moyens importants pour financer des élections de Miss, plutôt que d'encourager et de soutenir les filles qui s'adonnent aux études et des disciplines artistiques qui les épanouissent. Je ne saurais terminer ce petit discours sans une pensée à la femme congolaise, abîmée par la guerre civile, endeuillée à jamais par l'histoire des disparus de Beach. Justement, pour cela, je voudrais dire avec toute la force de la mère qui porte la vie en elle, qui donne la vie dans la douleur, pour tout cela, je voudrais dire à tous, les protagonistes de la scène politique congolaise, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Congo, 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 ya mutu mosive. Tata na ba mama, muzabisa beno, mambo ya tribalisme, ya kele monteve. Mumezabisa beno papa ve. Kaka ketuba, ifo ya tingali. Kaka ketuba, ifo nia ya munu, uvanda tete na place. Apre muke kuwa, mambo ya bamfumu.